Les rêveries du multivers. « 5. L'artilleur et ses algues. Lunettes braquées vers le front, il mastiquait doucement le pain aux algues brunes qui constituaient la ration de base du soldat. Si les troupes ennemies étaient immobiles pour l'heure, tous ses sens restaient en alerte et lui soufflaient la prudence. C'était le soir, et Ésaïor sentait s'avancer vers lui, doucereuse l'étreinte de la fatigue. Ses pensées dérivaient, allaient se perdre par-delà les rivages et par-delà les temps. Il n'avait jamais été en mer, et les récits des marchands qui commerçaient avec l'outre-mer le passionnaient. On racontait des terres si vastes que les océans semblaient des lacs, des montagnes si froides, étant battues par les vents, que nulle vie n'y était endémique, des villes riches entièrement couvertes d'or, des repas étranges, enracinés autour de la consommation de cadavres d'animaux élevés dans ce but, et dont les pâturages s'étendaient sur des centaines de lieues dans les terres. Des repas qui se gaussaient des algues sacrées que toute femme et que tout homme se devait de consommer à chaque repas, selon les préceptes de le ciel et la terre. Les algues qui étaient à la base de sa civilisation et du royaume de Tamal, bâties sur cette manne providentielle choyée et promue aux quatre coins du pays. La gente soldatesque était une espèce à part à Tamal. Historiquement, les soldats n'étaient chargés que de la sécurité dans les villes et constituaient le bras armé de la justice, les mains chaleureuses qui aidaient et secouraient les nécessiteux, éteignaient les incendies, organisaient des missions de sauvetage. Mais de l'ouest, de ces terres fertiles et surpeuplées, était venue une menace pour l'intégrité de Tamal, et un décret royal avait jeté les bases de l'existence de l'armée tamalienne. L'armée, un concept qu'on avait oublié au cours des temps, après les temps mythiques des fondations du pays. Des siècles après ce décret, les conflits avec les puissances extérieures s'étaient multipliés et étaient devenus pérennes. Et il était là, juché sur sa colline, scrutant la plage et le récif, l'île investie par l'armée opposante, les navires dont les canons voulaient porter bataille et saccage jusqu'en Crystalis, les navires qui menaçaient de vomir des foules dont les valeurs étaient portées sur la possession, l'exploitation, le plaisir immédiat, des foules qui verraient dans les longues jambes de Nassia, dans son ventre et dans ses seins, de simples éléments à exhiber, des objets dignes de leur attention, et dans son entrecuisse, une chose qu'il leur fallait à tout prix avoir. Des personnes comme lui, mais qui verraient dans les immenses étendues incultes, dans les forêts sauvages, dans les vallées moussues, autre chose que de la nature, mais comme des endroits à domestiquer, des potentialités, des pâturages. Ces gens voyaient la terre et les femmes comme des endroits à labourer, et le royaume s'insurgeait contre ça, avec de moins en moins de force. Si les viols, les crimes, les vols étaient rares aux fondations mythiques du royaume, ils se banalisaient. On reniait le culte de Sonia, et quelques villages, congrégations de marchands principalement, le plus souvent sur les littoraux ouest, avaient commencé à exploiter les terres et les mers pour d'autres ressources que celles que leur offrait la nature sans effort. Nulle loi n'interdisait de consommer des animaux, mais une habitude qui semblait se limer, s'altérer, s'évaporer. Des établissements avaient ouvert en Crystalis la Grande, dont un dans l'ancien temple de Sonia, célèbre pourtant même au-delà des frontières, et délaissé depuis longtemps, qui proposait à des hommes fortunés et en mal d'amour de venir assouvir leurs pulsions. Encore une chose qui lentement se frayait en chemin dans les habitudes de Tamal, dans les ventres offerts de jeunes femmes payées et recrutées pour leur beauté. En somme, le conflit se faisait politique, là où il avait été une lutte pour la survie d'une éthique chère à un peuple, une défense de l'amour et de l'entraide, de l'égalitarisme. L'ennemi avait déjà gagné, même si personne ne le savait. Il éprouva soudainement le besoin d'aller étreindre Nassia, qui l'attendait dans la tente que le couple partageait. Prêtresse de l'eau, prêtresse de Sonia, une des seules qui était sur le front, Nassia rayonnait dans le petit camp qu'Ésaïor dirigeait. Le bataillon d'artificiers et d'artificières sous ses ordres était presque exclusivement originaire de leur village, loin au sud, dernier bastion séculier d'un culte de Sonia la mère qui, de vivace, se mourait en même temps que les valeurs du peuple qu'elle représentait. Il abandonna son poste pour se joindre à l'office que devait tenir sa compagne à l'approche de la nuit. Au bas de la colline, l'assemblée silencieuse l'écoutait chanter a cappella,
drapé dans sa robe à bleu, ses cheveux virevoltant autour.